à ces questions. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-France Gauthier, qui est directrice commerciale de Viplus, Olivier Samin, directeur du développement de Selensia Patrimoine, Christian Cacciutolo, qui est le président de l'UNEP Partenaire, c'est ça? Et Nadine Nobili, directrice commerciale de Cardiff. Alors, je vais vous laisser en une minute juste vous présenter, dire un petit peu qui vous êtes. Et après, on va entamer des questions sur un petit bilan 2024 pour vos maisons respectives. Anne-France. Bonjour, donc Anne-France Gauthier. J'ai pris la direction de Viplus il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Viplus étant la filière dédiée au CGP de Suravenir, Suravenir étant la compagnie d'assurance du groupe Crédit Mutuel Arkea. Merci Olivier, quelle élégance. Alors Nadine Philippe, c'est pas Nobili, mais c'est pas grave, c'est trompeur avec l'adresse mail. Nadine Philippe, donc je suis directrice du développement commercial en épargne et retraite individuelle chez Cardiff, le réseau dédié aux courtiers, CGP, Family Office, sociétés de gestion. Vous savez que chez Cardiff, on a 3 réseaux de distribution, un qui est dédié à la banque, à la gestion de fortune, un dédié aux banques privées au travers d'AEP, et on a le réseau dédié à votre monde. Et donc, j'ai l'honneur depuis 2 ans maintenant d'avoir pris la direction du développement commercial. Bonjour, donc Christian Cacciutolo. Je suis un des associés fondateurs de Sofidy et président de l'UNEP. Donc l'UNEP est une plateforme SCPI, une plateforme assurance qui a un très fort ADN en immobilier. Voilà, tout simplement. Bien, bonjour à tous, Olivier Samin, je crois que je connais pratiquement tout le monde. Depuis maintenant 3 ans, je suis responsable du développement de Selensia Patrimoine, comme l'a dit tout à l'heure Régis. Juste un petit mot, Selensia qui n'est pas forcément toujours très connu, c'est anciennement AGEAS, où je le vois dans la salle, notre ami Alain a présidé au Destiné, Alain Regnault, sous la bannière AGEAS. Et depuis maintenant Patrimonia 2023, c'était la date à laquelle AGEAS a lâché ses activités en France et nous avons été rachetés par une caisse de retraite, une mutuelle, pardon, la CARAC, la caisse de retraite des anciens combattants. On a changé de nom et on a redonné une autre dynamique avec un marché exclusif dans nos activités qui est votre métier, à savoir les CGP. Merci Olivier. Alors avant de parler de 2025 et de tout ce qui nous attend, un petit bilan 2024, avec chacun rapidement nous dise comment s'est passée l'année 2024 en termes de collecte, en termes de répartition fonds euros UC, et peut-être les faits marquants de 2024 au niveau des UC, peut-être bouleversements entre les OPCVM, les produits structurés, etc. Nadine, tu veux commencer? Allez, je démarre. L'année 2024 chez Cardiff a été encore une année de collecte record, puisqu'on a fait plus 20% par rapport à l'année 2023, qui était déjà une année assez importante. Sur la répartition fonds euro UC, on ne voit pas on ne note pas de répartition qui soit vraiment différenciante, puisqu'on a toujours la même allocation d'actifs, toujours le même appétit pour le fonds euro. Ça s'est même accru en 2023 lié à la conjoncture, etc. Présente combien en pourcentage de fonds euros? Aujourd'hui, on est alors sur et la collecte et les encours à peu près à 50%. Mais au final, malgré le contexte, malgré ce contexte géopolitique, économique, anxiogène, finalement, on a gardé la même structuration à la fois de notre collecte et de nos encours par le biais, parce que en fait, c'est ce qui est marquant sur les 2 dernières années, 2024 également, c'est l'orientation qu'a pris l'épargne sur les OPC. Ce qui était l'orientation se faisait vers des OPC classiques, traditionnels. Là, on sent qu'il y a eu une orientation, alors pas sur l'immobilier, parce qu'on le sait tous, on a eu 2 années un peu atones, mais effectivement sur un peu le private equity, qui ne prend pas non plus une place exponentielle, mais elle prend sa place. Sur les produits structurés, parce que les produits structurés, le contexte des taux a permis aussi de répondre à des besoins clients, de construire des produits avec des taux garantis. Chez Cardiff, vous acceptez un produit structuré à partir de quel montant? En référencement, 1 million d'euros. Voilà. Et après, on est très attentif sur cette classe d'actifs, sur la valeur client.
puisqu'en fait, historiquement, depuis le référencement des produits structurés, on a notre direction de la gestion des actifs qui, à chaque référencement, va aller regarder la valeur client pour la juste répartition de la valeur. Ok, Voilà. merci Nadine. Christian. Alors, en ce qui nous concerne, jusqu'à présent, notre collecte était répartie 60% sur de l'immobilier, SCI et CPI dans la partie assurance vie. On est passé de 60% à un peu moins de 10%. Évidemment, la conjoncture y a fortement contribué. Ça a été compensé par quoi alors? Alors, ça a été compensé essentiellement par du fonds en euros, puisque le fonds en euros plus les offres bonus et le manque de visibilité ou les inquiétudes qu'il y a sur les marchés ont permis de sécuriser et de faire un transfert de collecte dessus. Mais dans le fonds en euros, ça a été à moitié fait également sur ce qu'on appelle le fonds euro croissance, même si c'est une unité de compte qui offre un certain nombre de garanties. Et notamment, ça a été capté pour pas mal d'entreprises dans leur trésorerie d'entreprise sur des contrats de capitalisation. D'accord, et le fonds euro-croissance, alors c'est quoi comme résultat depuis que vous avez mis en place? L'année dernière, on a fait du 4,40 sur le fonds euro croissance. L'année d'avant, un petit peu moins de 4. Net de frais de gestion? Net de frais de gestion. L'année d'avant, c'était 6% globalement. Et on est assez stable sur les OPCVM puisque on fait quasiment pas de produits, on ne faisait pas de produits structurés. Et sur les OPCVM, on est à peu près, depuis une dizaine d'années, sur une allocation qui représente à peu près 20%. D'accord, merci beaucoup Christian. Olivier. Alors, en ce qui concerne Selensia Patrimoine, très belle dynamique de notre activité en 2024, puisque, on cite des chiffres, alors on n'est pas au niveau des deux mastodontes de chaque côté. Je parle de vos boîtes, mesdames. Bien sûr. Entre les- L'élégance n'a pas duré longtemps. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On s'inscrit à plus de 70% de progression par rapport à l'année précédente 2023. Et en chiffres, ça donne quoi? Un chiffre d'affaires de 711 millions d'euros, qui est un record historique dans notre maison. Au regard des questions qui ont été posées, cette activité a été boostée au-delà de la dynamique commerciale par les offres Boost Euro. Il faut le dire, hein, c'est très, très évident dans le constat de notre activité, et ce qui induit une répartition de cette collecte orientée en euros à raison de, à la louche, 70 euros, 30% UC. Donc, un regain fort de la collecte fonds euros Absolument. lié à l'augmentation des rendements et aux offres bonus. Et aux offres bonus, une collecte nette importante, ce qui est aussi à noter, à plus de 300 millions d'euros en ce qui nous concerne. Et la collecte UC a été drivée énormément par les produits structurés, très clairement, qui représentent sur la poche UC entre, ça dépend des variables, mais sur l'année 2024, plus de 40%. D'accord. Et vous les acceptez à partir de 300 000 euros. Merci Olivier. Alors pour ceux qui vont me poser la question, nous on les accepte à partir de 2 millions d'euros, mais parce qu'on a confiance en vous. La collecte a été bien. Ouais, c'était pas mal. Non, on a fait de jolis chiffres. Alors nous, c'est un peu l'inverse de Selensia. Nous, on est resté à 60% d'unité de compte. Bravo. 40% en euros. En revanche, effectivement, la collecte unité de compte a été extrêmement drivée par les fonds structurés, avec une spécificité néanmoins, c'est la collecte en fonds de finances durables, puisqu'aujourd'hui, le groupe Crédit Mutuel Arkea est une société dite à mission, et que nous souhaitions, on va dire 2025-2026, être leader en termes de propositions financières en finances durables. D'accord. Et que représente la collecte justement en produits ISR, ESG avec les nouveaux critères? Est-ce qu'il y a une poussée forte ou est-ce que c'est uniquement dans les intentions mais on le voit moins dans la réalisation? Alors non, ça commence à être sympathique. Je crois qu'au niveau du groupe Suravenir, on est à 2,8 milliards en UC durable. Or, on a commencé le mouvement il y a 3 ans. Donc on est tout à fait, enfin c'est correct, c'est pas non plus une flambée, mais c'est correct. J'allais dire ça va un tout petit peu moins vite que les FCPR qui sont pas non plus, enfin voilà, aujourd'hui on a retailisé tout ce qui était FCPR, mais c'est pas non plus un raz-de-marée, et enfin moi j'ai le sentiment qu'on est tout à fait cohérent
comme le disait tout à l'heure Nadim, sur la logique des allocations d'actifs antérieures. Alors, on a un peu changé les véhicules, il n'y a plus d'immobilier, il y a plus de structuré, effectivement, mais on reste sur des allocations d'actifs à court, moyen, long terme qui gardent des unités de compte. Et moi, c'est une de mes grandes satisfactions parce que sans les asset managers, Caroline est en train de me fusiller du regard, nous ne ferions rien. Merci à tous. Alors, on va parler justement de la redistribution des cartes au niveau des allocations. Et je voudrais entamer un sujet qui est le value for money, parce qu'on nous en parle depuis un moment. Pour nous, ça nous parle plus ou moins. Donc, l'idée, c'est de faire baisser les frais de gestion sur les fonds qui sont un petit peu trop chargés et qui ont surtout des rendements qui ne sont pas à la hauteur. Parce que le vrai sujet, pour moi, ce n'est pas tellement les frais, c'est surtout l'absence de rendement qui est en partie due aux frais. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Olivier dit exact, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Désolé, il y a des dérogations. On a le droit de pas être d'accord. Non, mais il y a des dérogations si le rendement est supérieur. Mais il y a une règle, quel que soit le rendement. D'accord. La règle de base, oui, la règle de base, c'est on prend sur 3 ans les frais, on regarde les frais par rapport à la catégorie du fonds et on ne peut pas aller au-delà de 133% de la catégorie du fonds. Néanmoins, on a des dérogations possibles dès lors que il y a des performances différentes. Donc, comment ça s'est concrétisé chez Viplus? Vous avez des référencés combien de fonds à peu près? Énormément, beaucoup trop. Moi, je pense qu'on tire vers le bas, hein, très clairement, puisque j'ai rarement vu des gérants accepter de ne pas être payés. Il y en avait tout à l'heure dans la salle. Ça ne fait pas partie des gens. D'accord, et vous avez compensé par quoi? Alors, en fait, on essaye de compenser par d'autres fonds. Après, c'est un gros travail. Il y a eu un deuxième effet qui se coule, c'est qu'il y a eu une clause de balayage qui est passée sur les fonds qui n'avaient pas suffisamment collecté. Or, ça pouvait être les fonds de demain. Donc là, on est un petit peu quand même en train de nettoyer en disant que cette règle... Alors, il faut se mettre à la place des assureurs, hein, et pardon, mais globalement, on a eu 3 mois pour le faire. Donc, on a été un petit peu trop radicaux, à mon sens. Et on est en train de revenir en arrière de façon à pouvoir reproposer des allocations d'actifs. Néanmoins, les univers d'investissement sont très très vastes. En tout cas, chez Viplus, on a 1500 fonds, je crois. Et donc, il faut juste savoir raison garder, faire des allocations d'actifs en sortant, pardon, mais un petit peu des effets de mode et faire en sorte qu'on puisse avoir des allocations court, moyen et long terme. Juste une petite chose, parce que je pense que c'est important de le dire. Il est quand même fort probable que dans les années à venir, l'enveloppe d'assurance rentre dans la notion value for money. Ce qui veut dire qu'il y aura un pricing global, allocation d'actifs et contrat d'assurance. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va fixer un maximum de taux de frais pour l'ensemble du contrat, peut-être, oui. Du client, oui. Et qu'il faudra donc qu'on mesure et qu'on fasse nos allocations en fonction de ça? Non, ça veut dire que la proposition financière globale ne pourra pas excéder un certain montant. Un peu dans l'esprit Marigny, sur les frais d'entrée. Exact. Donc en fait, c'est ça. Admettons ces deux. Il faudra que la proposition globale, unité de compte ou fonds euros, en fonction de la répartition, et enveloppe, ne pourra pas excéder un certain montant. D'accord. Et le montant, pour l'instant, est rien. Non, ça va arriver, hein, on le sait, donc on va retirer vers le bas. Néanmoins, on n'a pas les montants aujourd'hui, mais il faut quand même commencer à l'anticiper. Et en particulier, il y a un effet assez pervers dans Value for Money, c'est comme on est obligé tous les ans de faire l'analyse, l'analyse, là, on l'a fait sur des années où les frais étaient un peu supérieurs, mais plus on va avancer dans le temps, moins on va prendre de frais, naturellement, puisque c'est sur 3 ans. Donc tous les ans, on regarde sur 3 ans. Donc, comme on est en train d'abaisser, naturellement, il va y avoir un effet boule de neige. Et alors, comment on va compenser? Parce que les frais, comme vous l'avez dit, ça rémunère le gérant, ça rémunère les CGP, ça rémunère les assureurs. Donc tout le monde en a besoin. Alors on peut les limiter, mais on ne peut pas les faire disparaître. Quelle solution vous avez par rapport à ça? Alors, nous, on a des solutions au sein de Viplus puisqu'on a un contrat qui est en clean share. Donc à partir du moment où c'est l'offre globale qui ne pourra pas excéder un certain montant, Viplus Impact s'intègre complètement là-dedans, avec la proposition suivante de moduler les frais en fonction du client, voire de n'être que sous forme d'honoraires en fonction de la typologie de client que vous avez en face de vous. Ouais, alors on parlera tout à l'heure. Je vais laisser parler
les autres intervenants à ce sujet. Et après, j'aurai des questions par rapport au clincher, justement. Juste pour rebondir sur ce que disait Anne-France, notamment sur Value for Money, chez Celentia, on a évidemment retiré beaucoup de fonds jusqu'à présent. Alors en nombre, c'est près de 300, je crois, sur les 2 années, donc c'est beaucoup. Mais ce qu'on peut constater pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est que ça n'a pas eu d'impact commercial au motif que les fonds qui ont été retirés n'étaient pas commercialisés. Donc finalement, Tout le monde s'en fiche. voilà. Après, nous, on a une démarche un peu différente, enfin, même si ça revient au même. Anne-France, tu parlais effectivement du fait que tu proposes 1000 ou 1500 supports. Nous, notre démarche, c'est pas le nombre de supports. On ne propose pas d'allocation d'actifs ou des supports, on répond à vos demandes. C'est-à-dire que c'est vous qui nous sollicitez pour référencer les supports dont vous avez besoin au moment où vous souhaitez le commercialiser. Et c'est là où on a cette politique d'intégration de support dans nos contrats. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la performance, effectivement, c'est un critère qui permet de garder un fonds qui sortirait selon les règles de Value for Money. Et par exception, on le garde au motif que la performance est tout à fait excellente. Après, sur le principe Marini et des frais, c'est vrai que c'est en discussion. Je ne sais pas comment ce sujet-là va arriver. Maintenant, on est entre nous, il faut se le dire. Je pense qu'il faut se préparer à une évolution, peut-être, alors dans 1 an, 2 ans, j'en sais rien, d'un business model ou de notre business model. Ça risque d'être une vraie révolution. Parce que Ça si peut l'être. tout est pris en compte, notamment les produits structurés qui aujourd'hui font partie intégrante de l'assurance vie. Comme tout le monde le sait, que les produits structurés, ils sont pas mal chargés. Donc, Oui, alors ils sont pas mal chargés. Après, il y a, non, justement, mais ils vont rentrer. Et aujourd'hui, bah, si tout rentre, ils rentrent. Ils vont rentrer, Carole. non, mais les structurés, alors il y avait des structureurs juste avant, ils pourraient mieux en parler que moi. Mais facialement, les produits structurés ne sont pas forcément chargés. Il y a un escompte des frais de gestion annuels sur 10 ans, 12 ans qui permet d'avoir un upfront, etc. etc. Donc, Okay. Christian, des solutions un petit peu différenciantes? Enfin, on a identifié tous exactement la même problématique. Nous, les solutions sur lesquelles on s'oriente, parce que de toute manière, les frais vont facialement diminuer. Si la performance est au rendez-vous, bien évidemment, on garde les supports, mais on se rend bien compte que malgré les 500, 1000 OPCVM qu'on peut avoir dans nos contrats, globalement, il y en a 10 ou 15% qui captent 80-90% de la collecte. Donc, ça n'a pas eu d'impact, comme tu le disais, sur notre collecte. Par contre, effectivement, nous, on essaye de prévoir l'avenir et on pense qu'on est en train de rentrer aussi bien sur le marché de la SCPI que sur le marché des OPCVM dans un monde d'allocation d'actifs. Et donc là, on a même lancé un modèle sur lequel il y a un mandat de gestion, puisqu'on n'a pas parlé d'ETF, mais ça risque, et ça vient de plus en plus dans la demande. Alors c'est vrai que ça bouleverse complètement le modèle économique actuel des conseillers en gestion de patrimoine, mais dans le mot conseiller en gestion de patrimoine, ça va le bouleverser. Et c'est vrai que dans le mot... dans le label de conseil en gestion de patrimoine, il y a le label conseil, il y a beaucoup d'honoraires qui sont perçus sous forme de commission. Et donc nous, on est plutôt parti sur une optique d'avoir des mandats de gestion mis ou donnés aux conseils en gestion de patrimoine qui seront facturés sous forme d'honoraires. Au niveau de la réglementation, parce que le mandat de gestion, généralement, c'est le gérant qui l'avait jusqu'à maintenant. Au niveau de la réglementation, comment un CGP peut-il signer un mandat de gestion? Eh ben, un courtier SIF a le droit, sous réserve que l'assureur l'accepte et que le mandat soit complètement balisé, de signer un mandat de gestion. Déjà, les mandats d'arbitrage, on voit que c'est très difficile. Tous les assureurs ne les acceptent pas. Alors, le mandat de gestion, ça va être encore plus compliqué. Eh ben, écoutez, nous, on travaille notamment avec 2 assureurs qui les ont acceptés et qui sont des mandats individuels, client par client, qui permettront effectivement de justifier, de toucher des honoraires, puisqu'il y aura un suivi client qui sera effectué. D'accord, donc en fait, il y aura une facturation sous forme de pourcentage au niveau du mandat de gestion, comme ça existe par les gérants des mandats de gestion, pour compenser peut-être la baisse d'un autre côté. Et en fait, le vrai sujet pour nous, ça va être d'accompagner les conseillers. Et donc, on a passé des accords avec des allocataires d'actifs
qui vont leur fournir non pas une allocation d'actifs, mais tout ce qu'il leur faut pour composer leur allocation d'actifs. D'accord. Nadine, chez Cardiff, comment vous avez géré le value for money? Alors, chez Cardiff, on gère Value for Money, on a géré très tôt, on a démarré très tôt, en fait. Dès lors qu'il y a eu les débuts de bribes d'informations sur le sujet, forcément, on fait partie d'un groupe assez visible. Donc, c'est un sujet dont on s'est emparé assez tôt. Pour accompagner les sociétés de gestion, parce que fondamentalement, c'est aussi là qu'il fallait être présent. Et on le connaît tous, hein, maintenant, Cyril Delachesse, qui est chargé de partenariat dédié à nos sociétés de gestion, qui a fait un travail remarquable et qui, après qu'on ait pu mapper l'ensemble de la gamme et les supports qui pouvaient être concernés par Value for Money, donc avec, sur le stock, je rejoins ce que disait Anne-France, c'est qu'il y a deux notions, il y a les nouveaux référencements et il y a le stock. Et le stock, c'est le critère qui était regardé, c'est est-ce que le fonds a une performance en deçà de sa catégorie? Et si tel était le cas, alors s'il avait en plus des frais supérieurs au fond de sa catégorie, du coup, il rentrait dans le spectre Value for Money. Il y a eu une première année intermédiaire où il y avait une tolérance à 50%, et maintenant, la tolérance c'est descendu à 33%, et donc les nouveaux référencements, c'est là où on regarde pas spécifiquement la performance, mais on va regarder vraiment la structuration des frais, et il ne faut pas que dans sa catégorie, il ait des frais supérieurs à 33%. Donc, nous, on a commencé très tôt. On a, du coup, sur 2 années, on a forcément une gamme très large. Hein. Dans le contrat élite, la gamme OPC est très ouverte. Et on a, sur 2 ans, sur les plusieurs vagues, on a déréférencé 400 supports. Mais dont une grande partie étaient des supports dont les encours historiques étaient inférieurs à 100 000 euros. Donc ça, c'était une demande de la deuxième vague. Mais globalement, sur les fonds qui avaient une structuration de frais un peu au-dessus, on a aussi accompagné les sociétés de gestion en leur disant, par le biais de lettres d'engagement, si la société de gestion s'engageait, parce que la difficulté, c'est qu'on regarde le passé. Si la société de gestion baisse ses frais, c'est pas visible immédiatement, donc il faut bien accompagner le mouvement et dire ok, on prend la lettre d'engagement et on fait une dérogation. Donc on a fait pas mal de dérogations pour justement accompagner le stock, et on continue aujourd'hui. Alors il y aura une clause annuelle tous les ans, une fois par an. Je le dis pour nos amis sociétés de gestion, ça va se passer entre mai et juin, c'est le démarrage. Ça va s'étaler jusqu'en septembre. On acte le choix en fonction des retours, etc., en septembre. Et le balayage, les sorties potentielles des fonds se feront entre octobre et novembre. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur VFM. Je reviens sur les produits structurés, ils sont déjà concernés. Ça fait 1 an qu'il y a un chantier VFM produits structurés. La difficulté, c'est que ce n'est pas la même structuration de frais, ce n'est pas la même non plus, le même mode de rémunération, c'est plus complexe, mais les brokers, structureurs, émetteurs, ils sont déjà en discussion. Il y a des ateliers de travail autour de cette classe d'actifs pour aussi rentrer dans VFM. Et pour les assureurs, on est aussi sur VFM contrat, où là, ils sont en train de regarder en distinguant les contrats et les modes de distribution, hein, mode de distribution en ligne, parce que ce n'est pas les mêmes structurations de frais, et les modes de distribution sur retail, gestion privée, etc., pour voir les niveaux de frais et mettre aussi des règles de 33% sur les frais max, mis en bas, au-dessus. On va aussi être confronté à ça. Oui, il y a un autre sujet que je voudrais développer avec vous, c'est le problème de liquidité sur les produits structurés, sur le private equity. Donc l'assureur a une obligation de liquidité, mais qui peut lui coûter cher. On l'a vu au niveau des CPI récemment. Comment vous allez gérer ce problème de liquidité? Est-ce que vous allez restreindre l'offre produits structurés éventuellement et private equity? Le private equity est en train de rentrer petit à petit, mais je pense qu'il va se développer beaucoup pour des tas de raisons. Mais comment vous allez gérer ça vis-à-vis des CGP et surtout des investisseurs? Alors, Cardiff, on a un fonds euro qui est très solide et très important, puisqu'on a 96,4 milliards d'euros d'encours. Donc, ce qui, quand même, offre la possibilité de porter la liquidité des différentes classes d'actifs. Ce n'est pas que dédié aux produits structurés, c'est toutes les classes d'actifs pour lesquelles l'assureur porte la liquidité. Mais donc, on le pilote forcément dans le cadre de nos référencements. Donc, c'est vraiment une gestion intelligente
Et on n'a pas de difficulté, on n'a pas eu, nous, de difficulté Cardiff de par la diversité du fonds euro, de liquidité, là, sur la situation immobilière. D'ailleurs, on n'a pas bloqué les arbitrages, on n'a pas mis de gates en place, on n'a rien fait. On a vraiment accompagné le mouvement du marché et permis, en fait, à ce que toutes les... Chez Cardiff, l'offre immobilière a toujours été assez plus restreinte que chez d'autres assureurs. Alors, On en aura une SCPI, idée tout à ouais. l'heure comment il a géré ça, mais Alors, en SCPI, oui, mais en fait, on est quand même à plus de 20 supports. Donc, et notamment, on est très développé en autre FIA, qui est dans le viseur, d'ailleurs, de France Assureur et du Trésor. Mais on a quand même aujourd'hui largement étoffé l'offre. Et on aurait pu, effectivement, tu as raison, sur la durée, on n'était historiquement pas tellement exposé dessus. Néanmoins, on a depuis largement étoffé l'offre, largement mis des enveloppes à disposition. Néanmoins, on le pilote par enveloppe. Ça, c'est le premier point. Le private equity, on n'assure pas la liquidité tout le temps. C'est-à-dire que là, typiquement, la loi industrie verte a intégré le fait de justement pouvoir mettre des pénalités ou sur les fonds à échéance de sortie en titre. Donc, on a là modifié justement pour le private equity nos seuils d'entrée pour deux raisons. Un, parce que la loi industrie verte a introduit maintenant la gestion pilotée, LIV, dans lequel on se retrouve avec du non-coté aussi, finalement, pour une clientèle de retail qui va pouvoir aller trouver cette classe d'actifs au travers d'outils de gestion et en fonction du profil. Et après, pour les gens qui sont plus patrimoniaux, bah là, ils vont avoir des fonds purs. On a une offre qui est à disposition de nos partenaires, mais sur certains fonds, il y a les evergreen, il y a les fonds à échéance. Sur certains, on va apporter la liquidité, sous réserve que l'asset, lui aussi, assure une liquidité. Et si c'est des fonds à échéance, on va privilégier la sortie en titre. Et les tickets d'entrée sont maintenant à 20 000 euros. Et vous n'avez pas mis en place des pénalités en cas Si. d'illiquidité, mais comment va être définie cette illiquidité? Parce que c'est un peu facile, vous pouvez Non, les dire 13... bah non, c'est pas liquide, et donc boum, 20% de pénalité pour le rachat. Alors, 20%, c'est un maximum, déjà. C'est pas parce que c'est maximum 20 que c'est 20 qui vont être appliqués. Ça, c'est le premier point. Et après, c'est en fonction de chaque structuration de fonds référencés. Donc, en fait, la direction de la gestion des actifs discute avec la société de gestion, analyse le fonds, et en fonction de chaque fonds, on va mettre des conditions différentes qui permettront, en fait, d'encadrer le fonds. Oui, mais tu es quand même d'accord que par principe, le private equity, c'est pas liquide. Ah ben, c'est pas liquide, d'où le fait de faire de la sortie en titre. Oui, mais Aussi. s'il y a un rachat qui est fait et on applique une pénalité de 20%, comment le client il va savoir qu'il prend les 20% ou pas? Non, tu n'as pas une pénalité de 20% systématiquement. Tu as un encadrement de la pénalité si tu as un problème de liquidité. C'est pas pareil. Tu n'as pas une pénalité si tu n'as pas de problème de liquidité. Et il y a des supports, et c'est là où c'est important de bien maîtriser. C'est très flou, parce que comment on saura s'il y a un problème de liquidité? Non, tu l'as dans les dispositions spéciales et tu l'as dans chaque référencement. Non, tu moi, sais... j'ai du private equity, je veux le sortir. Je veux faire un rachat parce que et comment je sais si je vais être pénalisé de 20% ou pas? Tu le sais au moment où tu as acheté ton fonds. Bah non. Ah bah si, c'est dans les dispositions spéciales, mon cher Régis. Non. Je te parle des nouveaux référencements, attention. Oui. On ne parle pas du stock. Hein. Mais il est indiqué qu'il peut y avoir une pénalité de 20% s'il y a illiquidité. Bah, donc tout ça, c'est des si, mais moi, comment je sais? Si le jour où je sors, il y a une illiquidité. Inévitablement, l'asset va... D'abord, ça veut dire qu'il y a une tension sur le marché du private equity à ce moment-là. Et donc, à mon avis, vous êtes tous au courant. 1. 2, s'il y a un problème sur le fond, l'asset va communiquer et l'assureur va communiquer au partenaire. Donc, tu seras forcément inévitablement informé. Christian, comment est-ce que ce problème de liquidité sur les biens immobiliers, parce que vous êtes très immobilier, a été géré à l'UNEP et comment vous voyez les choses dans le futur? Dans le futur, avec la loi LIV, on ne le voit pas très bien parce qu'en réalité, on pourrait dire qu'une SCPI, c'est un produit non coté et donc la loi LIV devrait s'y appliquer. Sauf qu'il y a quand même au niveau du Code des assurances une réglementation qui est un petit peu différente pour l'instant et on a des interprétations qui sont quand même assez différentes sur la sortie. Et je reviens sur ce qui a été dit précédemment. Si l'assureur assure la liquidité, au travers par exemple d'un fonds en euros, c'est ce qu'ont fait certaines compagnies d'assurance sur des SCI qu'on connaît tous, est-ce que là le sujet de liquidité se pose encore ou pas, et donc est-ce que les pénalités vont être appliquées? Et en fait,
On sait quelles sont les pénalités qui peuvent être appliquées au moment de la souscription du support, mais on ne sait pas réellement comment ça va être traité au moment de la sortie. Et la grosse différence qu'il y a entre les supports immobiliers et les supports, par exemple, de private equity, c'est que les fonds immobiliers, on ne peut pas rembourser le client en titre ou en part de SCPI. On n'a pas le droit de le faire aujourd'hui au niveau du Code des assurances. Donc on ne sait pas réellement comment ça va être traité encore aujourd'hui. Olivier, quelque chose à rajouter? Quelque chose, non sans paraphraser ce qui a été dit, nous concernant sur la partie immobilière, comme les autres assureurs, on a assuré la liquidité. Donc Cardiff a annoncé une taille de fonds en euros, du fonds en euros très importante. Nous, on est dans un cadre différent au motif qu'on est plus petit et on n'est pas impacté de la même façon sur les stocks que nous détenons en immobilier, même si en pourcentage c'est à peu près la même chose. Donc on le porte très facilement cette liquidité. Après, ça a été dit, la loi Industrie verte nous impose d'intégrer des fonds de private equity. Là, il y a différentes positions, soit de gérer sous forme d'enveloppe. Nous, on peut gérer les deux en fait. Quand je dis les deux, la deuxième, c'est d'appliquer des frais de gestion supplémentaires, en l'occurrence 0,2% de plus par an, pour assurer la liquidité du support. Après, sur les histoires de 20%, c'est quelque chose qui peut s'imposer à tous, au même titre que la loi Sapin 2, dans les liquidités des fonds euros, les gates, etc. Donc, par définition, on ne sait pas anticiper la façon dont ce sujet sera traité en séance. Ça reste encore un peu flou. Oui. Alors, de notre côté, alors déjà, moi, je sortirais les structurés de la partie liquide, Ouais. parce que pour moi, ils sont liquides, hein, les structurés, puisqu'ils ont une valeur de rachat. Sur la partie liquidité, en fait, nous, on a une enveloppe. Et donc, tant qu'on n'a pas atteint l'enveloppe... Alors, il y a une analyse des fonds, il y a des pourcentages à ne pas dépasser dans un contrat, etc., etc. Et si on devait se retrouver face à quelque chose d'illiquide, on fait le portage. Et en fait, on alloue une enveloppe pour ce portage-là. Et en fait, cette enveloppe est suivie tout à fait régulièrement. Et peut-être qu'un jour, on y sera, mais enfin, on en est loin, hein. D'accord. Il nous reste malheureusement très peu de temps. Il va falloir conclure. Donc, 1 minute chacun pour nous dire pourquoi vous, quelles sont les forces, pourquoi nous, CGP, on devrait aller travailler avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vous différencie ou quelle est votre principale force? Alors, pour ma part, je dirais qu'il y a 4 acteurs importants dans la profession. C'est Cardiff, l'UNEP, Selentia et Viplus. Ça tombe bien. Voilà. Ne C'est bon. serait-ce que parce qu'ils se sont levés ce matin pour venir parler devant vous. Ensuite, je pense on a chacun des atouts, on a chacun des forces, parfois quelques faiblesses, mais tellement peu. Nous, en tout cas, chez Viplus, on a 3 valeurs qui sont agiles, visionnaires et engagées. On essaye au quotidien d'accompagner les CGP. Ce qui est important, je pense, c'est que nous sommes nombreux sur le terrain. On a encore fait des ateliers Viplus à l'écoute l'année dernière pour que je ne sois pas seule à décider dans ma tour d'ivoire. Ne connaissant pas bien ce métier, j'avais besoin d'apprendre comment vous fonctionniez. Et donc on essaye au quotidien d'être là, on essaye au quotidien de remonter même des choses très très simples. On est complètement digitaux, 20 personnes sur le terrain, que du digital, des Viplus Campus. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été mises à disposition de simplifier tout ce qui n'est pas tâche à forte valeur ajoutée. La forte valeur ajoutée. Un back-office qui a une bonne notoriété. Et un back-office qui effectivement est premier depuis plusieurs années. Mais l'objectif, en fait, c'est de vous simplifier la vie au quotidien pour tout ce qui n'a pas de force. Et remplir un bulletin d'adhésion, ça n'a pas de sens. Donc tout est digital et tout est comme ça, en fait. D'accord. Merci Anne-France. Olivier? Alors, je ne vais pas paraphraser Anne-France, je pourrais dire la même chose. Une raison peut-être fondamentale liée à l'exercice de votre métier qui consiste à diversifier vos allocations d'actifs, diversifier vos enveloppes assurances auprès de vos clients.
pour des tonnes de raisons, parce que les assureurs ont des comportements qui peuvent évoluer dans la durée, en termes de politique de référencement de support. Un instant, Anne-France peut le prendre, demain ne le prend plus, inversement pour moi. Les qualités de back-office, c'est quelque chose qui n'est pas forcément figé dans le temps, même si ça fait un bon moment que tu es première sur le sujet, mais on le sait bien, hein, c'est des choses qui parfois sont cycliques. Voilà, donc répartissez vos enveloppes assureurs. Et puis après, pourquoi Célentia? Parce que on répond à une nouvelle dynamique, parce que merci Nadine, Parce que c'est toi. Non, pas du tout, parce qu'on est une équipe très sympa, au même titre que les autres. Et si vous voulez être éduré, ça fait partie des choses qu'on peut vous apporter. Merci à vous. Christian. Beaucoup de choses ont déjà été dites, hein, donc en tous les cas, nous sur le sujet, vous avez bien compris qu'on a un très fort ADN immobilier, même si la conjoncture ne s'y prête pas trop C'est peut-être le moment de revenir. actuellement. Alors ça, c'est un grand débat, hein. Quand la bourse baisse, on dit qu'il faut y aller. Quand l'immobilier baisse, on dit qu'il faut en sortir. Donc c'est tellement un contresens pour moi. En attendant, très clairement, pour ceux qui ont beaucoup d'immobilier dans leur contrat, on a tous les outils d'agrégation et d'allocation d'actifs sur les SCPI. Donc ça permet de visualiser et d'étudier les portefeuilles. Et les bilans de chacune des SCPI, ça vous permet d'y voir plus clair. Parce que quand les marchés étaient tellement porteurs qu'on voyait des performances partout, et aujourd'hui, les gens essayent de comparer du 5 avec du 7%, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes produits, et ce ne sont pas du tout les mêmes risques, alors que derrière, il n'y a qu'un seul mot qui est l'immobilier. Donc là, il y a quand même un peu de prudence à avoir sur le sujet. Et puis, si on veut parler d'un côté un peu différenciant, je ne connais pas toutes vos offres. Dans tous les cas, chez nous, on a pour les entreprises un contrat de CAPI avec un fonds euro-croissance, puisque c'est une unité de compte qui permet de bien gérer la trésorerie, surtout si les taux baissent. Tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est un sujet sur lequel on collecte. Il n'est pas bloqué. C'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué, c'est une unité de compte. On peut sortir quand on veut. Bravo. Nadine. Merci. Bon, je crois que tout a été dit sur la diversification et je suis parfaitement alignée. Je crois que c'est comme dans les allocations d'actifs de vos clients. En fait, vous les diversifiez, c'est pareil au niveau des assureurs. Et effectivement, on a tous, en tout cas, l'envie de vous apporter les solutions adaptées à votre quotidien, à vos clients. Cardiff, de notre côté, on a fait un pari fort, on s'en rappelle tous, il y a quelques années. Paris qui a été une vraie révolution, qui d'ailleurs vous a tous un peu interpellés, et nous aussi d'ailleurs. Mais finalement, on a réussi. Et au-delà de la transformation digitale, qui était un des axes forts de cette transformation, c'était aussi de fonctionner en mode business unit dédié en fait à votre monde sur tous les services. Donc en fait, tous les services chez nous sont tournés vers vous. On n'a plus les problématiques d'attentisme de la banque a un développement à faire. Donc on est vraiment en mode très agile. Et avec beaucoup d'humilité, ce qu'on souhaite, c'est continuer en fait à être à l'écoute, pas s'asseoir sur un modèle. C'est un peu le poids de l'histoire, c'est qu'on avait 30 ans d'histoire et le modèle était devenu un petit peu obsolète. Aujourd'hui, on veut rester en agilité parce qu'on voit que la réglementation, le quotidien, les différentes lois qui nous tombent dessus, qui nous impactent tous, font qu'on n'a pas le choix que d'être agile aujourd'hui. Et donc, on a fait le pari depuis la transformation d'avoir un club CGP qui est vos pairs, et on co-construit en fait avec eux, on soumet nos idées, on co-construit. Parfois, ils disent oh ben non, on n'en a pas besoin, ça on en a besoin, bref. Et puis, au travers aussi des enquêtes de satisfaction qu'on fait, là dernièrement, il y a Périclès pour lequel vous avez été interrogé, mais pas que, il y a eu le baromètre en septembre. On regarde les indicateurs, vos indicateurs, c'est-à-dire que là, typiquement, dans le baromètre, et ça ressort également dans Périclès, et là, je m'adresse à nos amis A7, il ressort quand même fortement que la classe d'actifs des OPC classiques reprend de la place. Les ETF prennent de la place, oui, mais on voit que la structuration là, de l'année 2025 va être encore différente de l'année 2024. Et c'est là où nous, le pari qu'on doit faire, c'est d'être toujours agile et toujours être disponible et référencer ce dont vous avez besoin dans les enveloppes. Voilà. Merci Nadine. Olivier, tu voulais rajouter un petit mot? Oui, parce que j'ai pas eu le même temps de parole, c'est pour ça. Non, c'était le côté Célentia de Cardiff qui me plaisait bien. Non, on a parlé plein de choses. J'ai pas parlé de l'offre spécifique, mais du coup, je voulais le dire parce que la question était posée
dans notre préparation sur la poursuite des boosts euros. Oui. Est-ce que ça va continuer ou pas? Moi, je pense que ça va s'arrêter et du coup, chacun a différentes solutions. Et nous, on vient de créer un nouveau fonds en euros perspective pour profiter de très belles perspectives sur le marché d'immobilier et pas que d'ailleurs. Et à propos d'immobilier, je reprends ce que disait notre ami Christian. On appelle sous le mot immobilier plein de choses. Et je vois nos amis de Telamon qui sont présents. Je vais leur faire un petit peu de pub. Je ne sais pas si vous animez une table ronde, mais on est le seul assureur aujourd'hui à avoir référencé leur support. Ils font de la logistique. Et pour moi, ce n'est pas de l'immobilier, c'est l'illustration sous forme d'investissement de l'évolution du comportement du consommateur que nous sommes tous, notamment à travers des livraisons. Et aujourd'hui, il faut faire des immeubles de stockage, etc., etc. Et on est le seul assureur à l'avoir référencé. Et donc, petit coup de pub parce que les référencements émanent de vos sollicitations auprès des autres assureurs. Donc, sollicitez Cardiff, sollicitez Viplus pour référencer cet excellent support Nao Logistique. Voilà. Belle pub. Hein. Dernière question, Olivier, juste. Non, attends. Non, j'ai une question pour Olivier, s'il te plaît. Olivier, simplement. 10% de performance l'année dernière. Tu parles de nouveaux fonds euros, c'est intéressant parce que c'est un peu la mode. Hein, les anciens fonds euros ont du mal à respirer et on crée des nouveaux fonds euros. Ma question, est-ce qu'on peut arbitrer de l'ancien sur le nouveau? Aujourd'hui, oui. Ok, Oui. Sans limite. Pour l'instant, sans limite. Après, non, mais je dis pour l'instant, pourquoi? Parce que ce nouveau fonds en euros, on veut quand même le gérer de manière intelligente et sérieuse, et on raisonne sous forme d'enveloppe. Donc, ce n'est pas la totalité de ce que tu peux avoir dans ton contrat sur le fonds actuel que tu pourras basculer. On va donner des pourcentages limitant cet accès. Ok, merci. Je t'en prie. Allez, Anne-France, le mot de la fin. Oui, il me semble normal qu'ils me reviennent. Donc, en fait, ils ont beaucoup argumenté. Moi, j'ai juste envie de vous dire, n'hésitez pas à souscrire chez Viplus. Bravo. Merci à tous. Et... Bien.